Le Salon de l'agriculture 2023, on est dans le vif du sujet. Je suis très contente de vous retrouver ce matin sur ce plateau CMAE pour le champ des possibles de l'opinion, une émission qui porte extrêmement bien son nom aujourd'hui puisqu'on va parler d'innovation, on va parler de fermes digitales, on va parler de start-up, on va parler de toutes ces nouveautés qui vont changer la vie de l'agriculture et la rendre plus vertueuse. Il se passe des choses absolument folles, loin des yeux du grand public, mais vous avez, vous tous, besoin de savoir pour mieux comprendre l'agriculture d'aujourd'hui. Je suis très contente de recevoir Florian Breton. Bonjour Emmanuel. Florian Breton, alors vous êtes le vice-président et l'ancien président de quelque chose de vraiment super qui s'appelle la ferme digitale. C'est exact. Vous êtes en quelque sorte l'écosystème des startups, du numérique, de l'innovation agricole en France. Exactement. Et Tout vous à êtes fait. aussi par ailleurs le président et fondateur d'une boîte qui s'appelle Mimosa et qui aide au financement de cette transition. On va y revenir. Mais on a besoin tous ici d'abord de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la coulisse de notre agriculture. On a des jeunes générations qui viennent, qui codent et qui inventent des nouvelles choses pour faciliter la vie des agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu le portrait de cette ferme digitale qui travaille un peu dans l'ombre encore? Alors, avec grand plaisir. Donc, la Ferme Digitale est une association que j'ai eu l'honneur de cofonder en 2016. On est né ici au Salon de l'Agriculture. On avait pris dans le hall 4 un petit stand de 80 mètres carrés humblement à 5 à l'époque. Et c'est une association, comme vous le rappeliez, que j'ai coprésidée jusqu'en 2021. Aujourd'hui, la Ferme Digitale, donc, c'est une association, un écosystème d'innovation. Et vos 5 mètres carrés ne suffisent absolument plus. Ça ne suffit plus, exactement. Aujourd'hui, si certains nous écoutent, on peut vous accueillir sur notre stand, donc désormais de 800 mètres carrés. Il y a 60 exposants, 80 conférences. Ça dit bien l'ampleur qu'a pris la dynamique autour de ferme l'innovation agricole, bien évidemment. Et donc, l'association est née d'un constat, ce qui était que finalement, aujourd'hui, l'agriculture, pour nous, un des grands enjeux de transition de l'agriculture, c'est aussi l'enjeu de l'innovation autour de l'agriculture. Et donc, on s'est regroupé parce que malheureusement, on constatait que la France a une voix à porter sur la scène internationale. Vous le savez, on est la première ferme européenne, un des principaux pays exportateurs, une terre agricole et un ancien et un passif, en tout cas historique, autour de l'agriculture très fort. Et pour autant, l'innovation dans l'agriculture était assez peu représentée en 2016 encore. Et donc, un des enjeux, c'était aussi d'accélérer par le financement et le développement de cette innovation. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on s'est lancé, à l'époque, à peine 3% de levée de fonds dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'agritech était concentré sur la France, principalement les États-Unis, Israël, l'Asie, très peu l'Europe et donc très peu la France. Et donc pour nous, il était essentiel de se regrouper à travers une marque commune et de porter ces sujets-là à la fois auprès de partenaires politiques, auprès des organisations professionnelles agricoles, donc les syndicats, les chambres d'agriculture, etc., mais également auprès d'un univers d'investisseurs privés, fonds d'investissement, family office, etc., pour faire en sorte que les capitaux soient déployés sur les innovations françaises. Parce qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, je pense que c'est un enjeu bien évidemment essentiel, mais on s'intéresse finalement assez peu, maintenant c'est le cas, de la souveraineté sur les startups et sur les data. Aujourd'hui, c'est important de développer l'écosystème français parce qu'il ne faudrait pas se réveiller dans 5 ans avec 80% des startups françaises qui soient passées sous pavillon étranger avec tous les enjeux qu'il y a derrière sur la souveraineté notamment. Alors, ça c'est vraiment intéressant cette histoire du financement. On y reviendra tout à l'heure, mais peut-être... Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, parce qu'on dit innovation, ça veut dire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a des grands enjeux agricoles, hein, Oui. La gestion du carbone, la gestion de l'eau, la protection de la biodiversité. Comment est-ce que toutes ces entreprises apportent des idées, des solutions, des développements au service de ces transitions? C'est très. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que quand on s'est lancé, les 5 premiers membres fondateurs de la ferme digitale étaient plutôt des entreprises de services pour les agriculteurs. C'est-à-dire, typiquement, Mimosa était une plateforme de financement pour les agriculteurs. Il y avait monpotager.com qui était plutôt sur le circuit court. Il y avait Agriconomie sur plutôt la gestion des approvisionnements et des achats en ligne, parce qu'on anticipait le fait que l'agriculture se digitalisait. 86% des agriculteurs sont connectés à Internet, utilisent Internet au titre de leur activité professionnelle. Et avec l'évolution de l'agriculture et des enjeux, la souveraineté, le carbone, la biodiversité, aujourd'hui les enjeux de dérèglement climatique, on voit que l'évolution de l'innovation répond concrètement à ces sujets-là. Donc, si vous venez sur notre stand de 800 mètres carrés, vous verrez les différents univers. Donc, Emmanuel, pour répondre très concrètement à ta question, il y a notamment des startups qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, le vertical farming, comme Jungle, qui aujourd'hui permet notamment au contact des agro-industriels de produire en France
sans utilisation de produits phytosanitaires. Alors là, on n'est plus du tout dans le service, on est dans le concret. Dans le c'est concret. Ce qu'on appelait et le on est brick and plutôt mortar dans l'infrastructure. Oui. C'est pour ça peut-être que la ferme digitale n'est pas si digitale que ça. C'est la ferme innovante, oui. D'innovation, exactement. Donc le vertical farming, le sujet du carbone qui est essentiel aujourd'hui, avec un certain nombre d'entreprises comme Sol Capital, Terre à Terre, qui permettent à la fois aux agriculteurs de valoriser leur transition bas carbone, notamment en faisant en sorte, par des certifications, de faire acheter par des entreprises, par le monde du privé, des crédits carbone localisés en France, permettant à ces entreprises aussi de compenser et d'être alignées avec les accords de Paris à 1,5 degré. C'est un souhait et de rémunérer exactement à l'autre bout du monde, en Amérique latine typiquement, où c'est un prix du carbone qui n'est pas du tout le même, mais en même temps des enjeux et une localité qui n'est pas du tout la même. Donc cela permet aussi de compléter une source de revenus pour les agriculteurs et de valoriser le fait que ce sont des soldats du climat, les agriculteurs bien évidemment. Il y a des entreprises notamment aujourd'hui qui travaillent sur le microclimat et sur les énergies renouvelables, l'agrivoltaïsme. Je peux citer au passage Sunagri, mais également Ombrea, qui est une très très belle start-up qui justement à la fois lutte contre le dérèglement climatique par la création de microclimats dans les vignes ou en arboriculture, mais également permet de compléter les revenus des agriculteurs par la production d'énergie renouvelable. Il y a des entreprises dans la robotique agricole, on peut citer notamment Nayo, extrêmement important également dans le maraîchage et dans la viticulture, qui s'exporte très bien d'ailleurs à l'international. Nayo est, je le rappelle, un des pionniers mondiaux de la robotique et qui est une alternative justement à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ah oui, parce que ce sont des petits robots qui savent désherber de manière sélective. Des robots intelligents qui désherbent automatiquement et qui permettent aussi d'apporter du confort à l'agriculteur, parce qu'un maraîcher aujourd'hui qui traite de manière manuelle justement tous ces enjeux de désherbage en bio ou par l'utilisation de produits chimiques, c'est quand même aussi beaucoup de contraintes, et on essaie d'apporter aussi du confort à la profession. Il y a des entreprises notamment comme Winat qui travaillent justement sur les problématiques d'utilisation de l'eau et d'anticipation des aléas climatiques. Donc ce sont des capteurs qui sont positionnés dans les exploitations agricoles et qui permettent d'apporter la bonne dose au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'à la ferme digitale, on a l'habitude de parler d'une transition d'une agriculture qu'on avait l'habitude d'appeler intensive, quelquefois par idéologie. Là, on est dans la précision. Là, on est plutôt dans la précision et dans l'intensivité plutôt de la connaissance agronomique, et notamment des sols. Il y a des entreprises, notamment qu'on peut citer comme Axioma ou Mycophyto, qui permettent aujourd'hui d'apporter des biostimulants pour stimuler la plante, lui permettre d'augmenter ses rendements, tout en étant autre chose que de la chimie. Une idée ancienne qui est remise au goût du jour et beaucoup plus scientifique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la plante comme vitamines, comme oligo-éléments, un peu comme on se soucie de ça pour les enfants finalement. Tout à fait. Il faut le faire pour les plantes. Tout à fait. Donc Axioma, c'est exactement cela, et Mycophyto aussi, qui s'appuie sur la production de champignons mycorhiziens qui permettent, en fonction des climats et des terroirs, d'apprendre du sol et d'adapter justement un traitement plutôt mycorhizien pour amplifier la production et diminuer l'irrigation. Je crois que les dernières enquêtes qui ont été réalisées par Mycophyto permettent d'acter le fait qu'on consomme moins de 20% de moins d'irrigation justement grâce quand le sol à Mycophyto. Est en bonne santé, et on sait qu'aujourd'hui, l'enjeu de l'eau est essentiel, notamment autour du monde agricole, et donc c'est aussi une réponse très concrète aux enjeux du moment. Alors tout ça, c'est vraiment fascinant, mais alors il y a une question quand même qui nous brûle tous les lèvres, c'est on a tous ces outils qui se développent, qui sont là, qui sont prometteurs. Est-ce que les agriculteurs s'en saisissent? C'est-à-dire, est-ce que ça reste sur les 800 mètres carrés de la ferme digitale, ou est-ce que c'est partout dans nos fermes et on ne le sait pas? Alors bien évidemment que non. J'ai deux réponses à vous apporter par rapport à cela. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 100 à 150 000 exploitations françaises sur les près de 400 000 sont clientes de l'ensemble, alors de l'ensemble, pas tiers, toutes, mais en tout cas plus du tiers, sont clientes d'au moins une start-up de la ferme digitale. Et la deuxième, qui matérialise un peu cette traction commerciale, c'est que désormais les levées de fonds autour des des startups de la ferme digitale se sont fortement développées, puisque depuis 2016, l'ensemble des membres a levé un peu plus d'1 milliard d'euros, dont près de 250 l'année dernière. C'est à peu près 30 depuis ce début d'année, ce qui matérialise à la fois la volonté d'investissement et matérialise aussi le fait qu'il y a des clients en face et qu'on répond très concrètement à leurs besoins.
1 milliard d'euros. On parle 1 vraiment milliard pas depuis de quelque 2016. chose d'anecdotique, on parle de quelque chose de massif, Bien sûr. d'énorme et d'hyper important. Et c'est vraiment, ce chiffre est quand même très frappant. Il est très frappant, il est important. Il y a une vraie dynamique autour de l'innovation française aujourd'hui. C'est près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur toutes les entreprises. C'est près de 3000 salariés. On recrute à peu près entre 1000 et 1500 nouveaux emplois, nouveaux jobs chaque année sur la ferme digitale. Donc il y a une vraie dynamique, et une dynamique notamment qui est matérialisée par une dynamique commerciale. C'est-à-dire que les agriculteurs, les coopératives, les négoces aujourd'hui s'approprient, intègrent l'innovation des startups de la ferme digitale pour leurs adhérents, pour les agriculteurs qu'ils accompagnent. Ça me mène à deux questions. Je vais vous les poser en une fois, on va le traiter en deux morceaux. Vous parlez du fait d'attirer des capitaux pour soutenir cet investissement. Visiblement, ça marche assez bien. Est-ce qu'on peut faire mieux et comment? Et la deuxième question que je vous poserai après, parce que c'est important, ça va ensemble, comment est-ce qu'on peut soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent eux aussi avoir accès à l'innovation, qu'elle puisse être prise en main très concrètement dans les fermes? Alors, attirer les capitaux, c'est très important. Je disais tout à l'heure qu'on était 120 membres. On anticipe d'être à peu près 150 en fin d'année. Aujourd'hui, on intéresse beaucoup. Alors, il a fallu faire une preuve de pédagogie parce que je vais faire le parallèle avec les consommateurs. C'est vrai qu'après 2-3 générations de déconnexion avec notre agriculture et donc notre alimentation, il faut raccrocher les wagons. Raccrocher les wagons, faire preuve de pédagogie auprès des consommateurs, mais il fallait faire preuve aussi de pédagogie auprès des investisseurs. Typiquement, quand on investit dans une start-up de la ferme digitale, les temps sont plus longs. On est dans le vivant, les cycles sont différents. Et c'est vrai que le monde du capital risque en France était très orienté sur souvent des objectifs de sortie à 5 ans. Quand on est dans le vivant, c'est plutôt du long terme. Donc désormais, c'est bien intégré par le monde capitaliste. Et alors, comment est-ce que vous avez réussi à rendre ça On a sexy? des partenaires quand même précieux aujourd'hui. Je cite notamment la BPI, qui s'intéresse de très près aux enjeux agroalimentaires. La Banque publique d'investissement. Exactement, le bras armé de l'État pour accompagner l'innovation. Et donc au-delà de la BPI, que ce soit par des fonds d'investissement ou encore une fois des grandes familles françaises aussi qui s'intéressent à ces problématiques-là, il y a une vraie dynamique d'investissement dans ces innovations-là. Et pour répondre à votre deuxième point, l'appropriation des agriculteurs, comment on peut faire en sorte d'accélérer cela. Aujourd'hui, on a identifié 3 axes, un petit peu de travail à la ferme digitale. Le premier axe, c'est qu'il faut que la ferme digitale continue à s'institutionnaliser et travailler de près avec notamment le Conseil agricole français, donc le CAF, les grandes organisations professionnelles agricoles, pour travailler notamment sur les grandes lois d'orientation de l'agriculture, pour qu'on ait une voix aussi qui porte et qui pèse dans les débats actuels, notamment politiques. Le deuxième, c'est de rapprocher le monde de la recherche en France et des instituts, notamment même agro, parce qu'aujourd'hui, il y avait quand même un petit espace entre l'innovation et ces acteurs-là. Donc, travailler de concert pour faciliter l'appropriation. Et le troisième, c'est de se travailler beaucoup plus fortement avec les organisations professionnelles agricoles, notamment les syndicats et les chambres d'agriculture, qui, c'est vrai, après une première période un petit peu d'exploration, sont en train d'intégrer vraiment dans chacun des territoires un pôle innovation qui permet d'intégrer les startups et permet de diffuser ces innovations auprès des agriculteurs qui les accompagnent historiquement. C'est aussi peut-être le moment où il faut que vous nous expliquiez ce que vous faites chez Mimosa pour aider les agriculteurs à se saisir, à investir, à lever des fonds. Bien sûr. Expliquez-nous comment ça marche. Alors Mimosa est une plateforme de financement que j'ai lancée il y a maintenant 8 ans. Ça commence à faire un beau bébé. On a accompagné 6500 projets, ce qui est un record mondial pour une plateforme thématique. Ça représente un peu plus de 100 millions d'euros de financement pour l'agriculture, dont à peu près 40 millions d'euros sur la seule année 2022. On accompagne une centaine de projets par mois et on s'appuie notamment sur une communauté de membres de près de 500 000 personnes en France qui sont des citoyens comme vous et moi. Le principe, c'est un peu Ulule pour l'agriculture. Alors, Ulule ne fait que du don. Alors, c'est pas ça. Pour l'agriculture, parce que nous, on va dire que 80% des projets agricoles qui se financent en ligne aujourd'hui par le don avec contrepartie passent par Mimosa. Donc on a un fort leadership, on va dire, sur la thématique. Donc en effet, il y a 2 instruments de financement pour les exploitations agricoles et entreprises agroalimentaires. Ce qu'on appelle le don avec contrepartie, qui était le premier modèle un peu historique, très sociétal, très solidaire de Mimosa. Donc c'est-à-dire un agriculteur qui vient lever entre 5 et 30 000 euros en ligne, qui met en place toute une campagne de financement avec des contreparties. Et donc les citoyennes qui peuvent donner entre 10 et quelques milliers d'euros bénéficient de produits, de séjours ou d'expériences à la ferme, moyennant, encore une fois, ces besoins de financement qui sont exprimés par le monde agricole. Depuis 2018, on a fait un passage dans l'univers du crédit, notamment au départ en s'appuyant exclusivement sur notre communauté de citoyens, pour des levées de fonds comprises entre 50 000 et 150 000 euros. Ouais. Et désormais, on a officialisé il y a à peu près 1 an, notamment au Salon de l'agriculture, pour aller beaucoup plus loin, la levée d'un fonds de dette, un fonds de dette privé,
qui est complètement révolutionnaire parce que c'est le premier, accrochez-vous bien, fonds de dette même en Europe qui a été lancé sur la thématique agricole. Pourtant, il y a des gros enjeux. On est très fiers d'être les pionniers, mais néanmoins, ça interroge un petit peu sur l'état d'esprit global. Donc, c'est un fonds de dette aujourd'hui qui est doté de près de 50 millions d'euros et qui permet de cofinancer aux côtés des particuliers tous les besoins de financement qui sont beaucoup plus importants que les 150 000 euros. Donc typiquement, Mimosa aujourd'hui accompagne des projets vraiment de transformation de filière. Donc on parle de quoi là? Par exemple, on parle de méthaniseurs. On parle par exemple de la coopérative agricole Provence-Languedoc qui a levé 1,3 million sur Mimosa en l'espace d'une dizaine de jours récemment, grâce à l'hybridation entre le fonds et les particuliers, sur un crédit sur 5 ans à 4-5% d'intérêt et qui permet justement à la coopérative de sécuriser en France une filière qu'on appelle la filière tomate concentrée auprès de 50 agriculteurs, 50 familles en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Gros enjeu de souveraineté puisqu'on ne le sait pas, mais ces 50 agriculteurs représentent à eux seuls à peu près 80% de la filière française tomate concentrée. Le reste, 90% de notre consommation de tomates concentrées, c'est de l'importation. Et donc, on voit très précisément ici que cette coopérative et une autre qui va faire appel à nous dans les prochains jours pour relocaliser en France une filière kiwi et prune se saisissent justement de ce genre d'opportunités de financement, à la fois pour communiquer, associer le territoire et la France sur ces enjeux de souveraineté et en même temps accéder à un financement simple et rapide, puisque je ne l'ai pas précisé, mais typiquement 500 000 euros sur Mimosa, c'est 5 jours. 1 million, c'est 10 jours. Et plus d'1 million jusqu'à 2 millions d'euros, c'est 15 jours ouvrés, max. Encore une fois, c'est max. C'est-à-dire que c'est dans le règlement de notre fonds, il y a un cofinancement qui se fait en 5, 10 ou 15 jours maximum. Donc on donne accès à du financement simple, rapide, flexible et inclusif au sens communication nationale. Et est-ce que vous avez une idée du destin des projets qui, une fois qu'ils ont été financés, qu'est-ce qu'ils deviennent ces projets-là? Est-ce que la plupart réussissent? Sur le don avec contrepartie, vu la volumétrie des projets, on est capable de suivre et on est capable de dire qu'à peu près 70 à 80% des projets que nous avions financés déjà entre 2016, 2017, 2018 sont encore sur pied aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose. Mal. Par contre, sur le crédit, on le mesure de manière très près puisque c'est un peu un métier de banque façon simple et rapide. On suit notre portefeuille de crédit. Donc aujourd'hui, je disais qu'on avait accompagné 6500 projets. C'est près de 500 crédits sur ces 6500 projets. Et sur ces 500 crédits, aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler dans un jargonnage un peu financier, le taux de défaut, c'est à peine 2%, 2% et demi. 2% à 2,5% des 500 projets que nous avons accompagnés ont fait face à des difficultés financières, des impayés ou une situation de redressement, de liquidation judiciaire. Ce qui est moins que ce qu'on peut appeler l'économie réelle française, puisqu'il faut le savoir, les PME françaises en France, d'après les derniers chiffres de la Banque de France, c'est à peu près 6% de défauts. L'agriculture, c'est à peu près 3% de défauts. Ça veut dire que ce sont des projets bien montés. C'est un secteur résilient. C'est vrai quand même qu'on rencontre un certain nombre de crises, mais c'est un secteur résilient. Il y a maintenant un autre point, ce sera ma dernière question parce que le temps nous est compté, mais cet écosystème que vous venez de nous raconter là, qui fait quand même très envie, qui fait un peu briller les yeux, est-ce qu'on arrive à l'exporter? On exporte certains de nos produits alimentaires, ils font la joie de nos clients partout dans le monde. Est-ce que c'est pareil pour nos innovations agricoles? Alors oui, c'est un petit peu, les problématiques sont mondiales aujourd'hui, celles qu'on adresse. Et la France, c'est vrai, est systématiquement un petit peu le laboratoire d'expérimentation pour ces innovations. Mais aujourd'hui, les startups de la ferme digitale sont présentes dans près de 15 pays. Il y en a d'autres à conquérir, mais c'est déjà ça. Et c'est à peu près quasiment la moitié des entreprises de la ferme digitale qui sont déjà sur l'échelle internationale. Elles ont été conçues comme ça. Elles sont à l'international, même un peu plus lointain. Naïo dans la robotique et aux États-Unis depuis à peu près 3 ans, et en tout cas à minima en Europe. On peut citer Insect tout à l'heure, que je n'ai pas cité, notamment en alternative protéine à base d'insectes, exactement. Donc, quand on connaît les problématiques d'importation sur la nutrition animale notamment, c'est un vrai sujet très important. Et Insect est présent dans plusieurs pays. On peut citer des entreprises comme Mycophyto, par exemple, qui est présente en Afrique également. On avait la visite du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ils sont présents justement en Côte d'Ivoire. Donc, encore une fois, c'est 50% des entreprises qui sont à l'international dans près de 15 pays. Si on agglomère, on agrège un petit peu tout ça. Merci, c'était une pépite ce matin qu'on a découvert. Merci, enfin, pour moi, en tout cas, j'ai appris énormément. Je vous retrouve demain, ici même, à la même heure, pour un autre champ des possibles. Vous voyez, aujourd'hui, c'était vraiment exactement ça, le champ des possibles digital. Bonne journée à tous.